cette contre-offensive ukrainienne qui nous anime depuis près d'un mois. Eh bien, ça bouge. Alors, ce ne sont pas les grandes percées, mais ce front qui était quasiment gelé depuis 10 ou 15 jours a recommencé à bouger. Et il y a des gains territoriaux ukrainiens. Essayons d'en prendre la mesure. Encore une fois, ce ne sont pas des percées majeures, mais ça existe. Voici les indispensables avec Aurélie Blond. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est le premier de ces gains, puisque l'armée ukrainienne a avancé sur plusieurs fronts? Oui, le premier et sans doute le plus symbolique, David, c'est celui de Kherson, un secteur un peu oublié depuis la destruction du barrage de Kakhovka début juin. Hier, des combats ont eu lieu sur la rive gauche du Dniepr, occupée par la Russie. Dans cette vidéo que vous allez voir largement relayée sur les réseaux sociaux, on voit un char russe ouvrir le feu sur des positions ukrainiennes le long de la rive occupée. Il semble avoir l'avantage et pourtant, ce sont bien les Russes qui vont abandonner leur position. Plusieurs sources pro-russes et pro-ukrainiennes annoncent qu'un groupe de combattants ukrainiens a réussi à passer le fleuve par le pont Antonovski, à s'installer de l'autre côté et à tenter d'établir une tête de pont, ce qui serait un gain pour Kiev, puisqu'à ce jour, dans cette zone, ce franchissement serait le premier. Oui, important à double titre. D'abord, vous l'avez dit, il y a eu des franchissements du Dniepr beaucoup plus au sud et qui, semble-t-il, n'ont pas donné grand-chose. Mais dans cette zone, et deuxième raison, le Dniepr s'était considérablement élargi après le sabotage du barrage. Eh bien, visiblement, désormais, les Ukrainiens arrivent à passer. Oui, vous voulez ajouter un mot? En plus, les troupes russes avaient quitté cette zone, le gros des troupes russes avaient quitté cette zone, et c'est la raison pour laquelle la rive gauche avait été inondée, pour faire un fossé anti-char et permettre de récupérer des forces russes ailleurs. Donc le dispositif russe s'est affaibli dans cette région-là. C'est ça. Et les Ukrainiens, semble-t-il, en ont bel et bien profité. Quelle est la deuxième avancée, Aurélie? La deuxième avancée, elle se situe sur le front sud du Donbass, entre Donetsk et Mariupol. Kiev annonce, vidéo à l'appui, avoir libéré le village de Rivnopil, derrière la première zone de défense russe. C'est le 9e village repris en 3 semaines de combat. Mais surtout, cela faisait 10 jours que les Ukrainiens n'avaient pas réalisé une telle prise. Le 3e front, c'est celui de Bakhmout. L'armée ukrainienne continue de grignoter le nord et le sud, selon le cartographe Poulet Volant, dont on parle très souvent ici. Des gains tactiques de quelques kilomètres carrés ont été réalisés en 48 heures autour de la ville. Enfin, 4e front, une scène, vous allez voir, assez saisissante. Nous sommes là du côté de la rivière Siversky, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bakhmout, avec les troupes ukrainiennes. Et on assiste à l'intégralité de leur assaut. Regardez quelques secondes. Pardon, je fais une précision, mais il y avait marqué le 25 mai, c'est pas du tout le 25 mai, c'est le 25 juin. Chacun aura sans doute rectifié. Aurélie. Vous l'avez vu donc, David, des tirs nourris des deux côtés, des grenades lancées sur les positions adverses. Les soldats russes donc reculent et se retrouvent peu à peu encerclés et capturés. Vous allez voir, vue du ciel, ici c'est encore plus parlant. Les Russes, regroupés dans une poche, finissent par se rendre. Les Ukrainiens affirment avoir tué 30 Russes et capturé 10 prisonniers. Selon le dernier décompte officiel, 130 km² ont été repris par les Ukrainiens contre 113 vendredi dernier. 17 km² en 2 jours, c'est toujours l'épaisseur du trait, mais c'est tout de même une petite avancée. Merci Aurélie. C'est l'épaisseur du trait, mais tout de même, ça bouge un peu? C'est ce que vous diriez aussi? Ça bouge un peu, mais on en est toujours aux phases préliminaires. C'est-à-dire que la réserve n'a pas été engagée. Alors, l'affaire du Dniepr est extrêmement intéressante, parce qu'évidemment, personne n'attendait une attaque de ce côté-là. Donc, c'est assez intéressant de profiter de l'affaiblissement du dispositif russe dans cette région. Pour les autres endroits, je pense qu'on en est toujours aux phases préliminaires. On le voit bien, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de blindés, c'est beaucoup du combat d'infanterie. Ça veut dire que les réserves ne sont pas engagées. C'est-à-dire que l'état-major ukrainien n'a pas encore décidé, probablement, de l'axe majeur d'attaque sur lequel il enverra ses réserves. Vincent? À l'évidence, il n'y a pas d'impact direct, je dirais mécanique, de l'escapade de Prigojine en Russie
sur le bras de fer et le rapport de force en Ukraine. En revanche, il peut y avoir, c'est ce que beaucoup d'experts s'accordent à dire, un impact psychologique, moral, sur certaines troupes qui, déjà, pour notamment les conscrits ou les mobilisés, se demandaient ce qu'elles faisaient là, et qui, en plus, sont les témoins, les spectateurs sans doute navrés ou atterrés de ce qui se joue sur la terre natale. Donc, dernier point quand même, il n'y a pas eu de transfert de troupes pour voler au secours d'un régime russe aux abois. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, au niveau opérationnel, ça n'est pas véritablement un tournant, mais il y a cet effet peut-être d'usure, d'instillation du doute ou d'une certaine forme de confusion et de désarroi. Et puis, il y a un autre front que je cite très rapidement, mais qu'il ne faut pas oublier, au regard de ce qu'il apporte au régime russe et à la nébuleuse Prigojine, c'est quid de ce qu'il adviendra en Syrie et surtout en Afrique, dans des pays qui ont signé des contrats avec Wagner. J'ai remarqué tout à l'heure l'empressement avec lequel Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avait dit que les opérations menées par Wagner, notamment au Mali et en République centrafricaine, continueraient comme si de rien n'était. On va en dire un mot dans un instant. Mais d'abord, je voudrais, Général, qu'on revienne sur ces scènes de tranchées qu'on a vues et qui sont toujours extrêmement saisissantes, pour reprendre le mot d'Aurélie, et qu'on se remette sur ces scènes de tranchées. La première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on est là dans les fameuses tranchées qu'on a vues les Russes creuser pendant des mois et des mois, ou est-ce que ce sont, si j'ose dire, des tranchées avancées où il n'y a pas de dents de dragon, où il n'y a pas le gros dispositif, des tranchées presque d'observation? Oui, là, d'observation, de combat. Je pense que, si vous voulez, dans le dispositif russe, qu'est-ce qui se passe? Il y a la position sur laquelle étaient les unités, et qui ont ces tranchées-là, et qui combattent dans ces tranchées-là. Et puis, il y a le dispositif défensif qui a été installé derrière. Les dents de dragon, les champs de mines, etc., ils ont été installés derrière. Donc, pour moi, là, on est sur la première ligne de défense, qui est la ligne de défense qui existe depuis plusieurs mois. Vous voyez, et la ligne de défense organisée avec dents de dragon, champs de mines, barbelés, etc., elle est derrière. On voit bien que c'est des endroits où il y a eu des combats depuis très, très longtemps. Regardez, les arbres sont tous, ont subi les tirs d'artillerie, et puis les tranchées sont organisées de façon moyenne, dirons-nous. Hein. Donc je pense que c'est vraiment la première ligne de défense. D'accord, donc là ça veut dire que ces soldats ukrainiens qui réussissent visiblement à prendre le contrôle de cette tranchée, leur objectif c'est d'arriver à la première vraie ligne de défense russe, enfin à la première ligne russe fortifiée. C'est ça. Exactement, et je pense que c'est à partir de cette ligne, s'ils les ont saisies, ça va leur permettre d'appuyer s'il y a une véritable offensive qui passe sur les lignes successives. Vous voyez, il y a deux façons. Soit vous procédez par bond, donc là, ça vous donne une bande d'assaut pour aller sur la suivante. Soit, à partir de ces positions, vous installez des équipements anti-chars, de l'artillerie, etc. Et vous laissez les blindés, à ce moment-là, faire la percée pas loin. Voilà. Et pour vous aussi, vous avez la même impression que Vincent, c'est-à-dire que cette affaire de Wagner, au fond, ne constitue pas une déstabilisation des Russes sur le front? Oui, je pense que si ça avait duré 3 ou 4 jours, oui. Moralement, l'armée russe aurait eu un sale coup, là, ça aurait été difficile. 24 heures, il y a peu de chances. En fait, c'est un peu la passivité de la population, c'est pareil. Les 24 heures, tiens, il se passe rien, on est revenu comme normal, et tout va bien. Il y a un point qui est intéressant quand même, c'est le PC de Rostov, puisqu'il a été occupé par Wagner pendant 24 heures. Et donc, quel a été l'impact de cette occupation sur le PC, sur les opérations? Puisque c'est à partir de là qu'on va manœuvrer les réserves. Là, je n'en sais rien. Mais encore une fois, 24 heures, c'est un peu court. Et je ne pense pas que Wagner ait empêché les cellules qui commandent. Là, on voyait 2 généraux, mais c'est pas eux on leur présente le bilan 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Donc, je ne pense pas que les cellules qui commandaient les opérations aient été gênées par la présence de Wagner. On a dit que vendredi soir, au moment où Prigojine, enfin où les troupes de Prigojine arrivaient dans le QG de commandement à Rostov, des frappes étaient menées contre des villes, en l'occurrence ukrainiennes.
Autrement dit, les opérations ont continué alors même que ces troupes de Wagner étaient dans Rostov. Puis les scènes de Viva lorsque Prigojine s'en va, est-ce qu'on acclame Wagner ou est-ce qu'on acclame le départ de Wagner ? Wagner pouvant être aussi considéré comme un chevalier de l'Apocalypse qui apportait le chaos et l'instabilité. Ça reste à démontrer. Isabelle, vous vouliez rajouter un mot sur cette question militaire ? En fait, cette folle escapade a fait naître l'espoir chez certains Ukrainiens d'un effondrement du régime qui accélérerait et précipiterait la victoire militaire des Ukrainiens. Et en même temps, c'est la victoire militaire des Ukrainiens qui pourrait précipiter la chute de Poutine. Donc on ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller. Puisqu'on parlait, vous voulez dire un mot, Anne ? Juste pour dire que malgré tout, je suis sur la même ligne que Vincent Hugeux, c'est-à-dire que ça me paraîtrait quand même étonnant qu'il n'y ait aucun impact, ne serait-ce que psychologique, sur ces troupes qui sont en Ukraine. Prigojine a perdu, mais Prigojine n'était pas n'importe qui. Depuis des mois, il critiquait les défaillances, les mauvais traitements, et donc tout ça a été entendu par les troupes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement quelles vont être les conséquences justement dans le domaine psychologique de ces événements d'hier. Et puis d'autre part, s'il y a des têtes qui tombent, pas forcément celles de Shoigu, mais d'autres, ça peut entraîner, ne serait-ce que passagèrement, des désorganisations qui auraient aussi un impact en Ukraine.